Bienvenue à vous tous dans ce Paris Direct sur France 24. Le président français Emmanuel Macron a signé à Rome avec le président du Conseil italien Mario Draghi un traité destiné à renforcer les relations franco-italiennes. Un traité inédit. Depuis la crise sanitaire, les convergences entre Paris et Rome sont très fortes. Nous irons à Rome dès le début de ce journal. Les pêcheurs français bloquent le port de Saint-Malo depuis ce matin. Opération de blocage pour résoudre les litiges post-Brexit. 2 autres blocages sont prévus dans la journée. Les pêcheurs se mobilisent pour réclamer au Royaume-Uni des licences de pêche. Ils prévoient aussi de bloquer les marchandises qui passent dans le tunnel sous la Manche. Les tensions entre Paris et Londres au sujet des migrants. Après le naufrage de 27 personnes dans la Manche, parmi eux des femmes et des enfants. Le Premier ministre britannique Boris Johnson demande à la France de reprendre tous les migrants qui arrivent en Angleterre depuis la France. En réponse, le gouvernement français annule la venue du Royaume-Uni à la réunion stratégique prévue ce dimanche à Calais. Le président français Emmanuel Macron et le président du Conseil italien Mario Draghi ont signé un traité franco-italien ce matin. Ce traité d'amitié vise à renforcer les liens bilatéraux, notamment dans les domaines de la défense, des migrations, de l'économie ou encore de la culture. Ce traité du Quirinal doit être le pendant du traité franco-allemand, l'occasion de resserrer les liens avec un allié à un mois du début de la présidence française de l'Union européenne. On retrouve Natalia Mendoza, notre correspondante à Rome. Les 2 dirigeants ont donné une conférence de presse suite à cet accord. Quels ont été leurs principaux messages ? Alors les 2 hommes ont rappelé les liens d'amitié qui unissent les 2 pays. Ils ont parlé d'une journée historique, une journée importante pour les relations bilatérales entre la France et l'Italie, mais aussi une journée importante pour l'Europe, car aujourd'hui se consolide avec ce traité l'axe franco-italien qui pourrait devenir un moteur de leadership en Union européenne. Le traité trace une vision, une stratégie commune à travers des projets de coopération renforcés entre les 2 pays dans de nombreux domaines, recherche, culture, innovation, développement durable, échanges commerciaux. Le traité relance le Conseil franco-italien de la défense et de la sécurité. Il instaure un forum annuel de concertation économique entre les ministres de l'économie des 2 pays. Il prévoit de favoriser la mobilité étudiante, d'accroître la coopération policière avec la création d'une unité opérationnelle franco-italienne pour la gestion des grands événements. Donc voilà un traité particulièrement important, ambitieux, celui qui a été signé par Emmanuel Macron et Mario Draghi aujourd'hui ici à Rome. Par ailleurs, le président français est reçu par le pape François au Saint-Siège, un geste envers les catholiques à 5 mois de l'élection présidentielle. Quels sont les thèmes de discussion au menu de leur rencontre ? Alors, il y a plusieurs sujets qui sont évoqués lors de cette rencontre. Il y a la protection de l'environnement. Le climat est une des préoccupations du pape François. Le partage du vaccin contre le coronavirus aux pays, avec les pays les plus pauvres, notamment le continent africain. Il y a des dossiers épineux aussi, l'avortement, la procréation assistée pour les couples de femmes homosexuelles, tout comme le rapport Sauvé. Vous savez, ce rapport publié récemment sur les abus sexuels sur mineurs perpétrés par des membres du clergé français. Ce rapport a ouvert une polémique en France en ce qui concerne le secret de la confession face à l'obligation des prêtres de dénoncer ces crimes aux autorités civiles françaises. Il y a également l'immigration, une des préoccupations du pape François qui estime que les migrants sont l'archétype des populations les plus vulnérables et qui doivent être accueillis en Europe, ce à quoi le président français Emmanuel Macron a répondu en substance pendant la conférence de presse en disant que la France accueille déjà beaucoup de migrants, mais qu'elle ne peut pas accueillir toutes les personnes qui arrivent clandestinement de façon illégale sur le territoire français. Merci beaucoup Natalia Mendoza pour votre analyse. Merci à vous. La bataille des licences de pêche entre Paris et Londres. Les pêcheurs français ont commencé leurs opérations de blocage ce vendredi de plusieurs sites en mer. Des dizaines de bateaux ont bloqué ce matin à Saint-Malo l'entrée de ferries venant de Grande-Bretagne. Les pêcheurs poursuivent leurs actions à Ouistreham puis à Calais à 14h. Ils veulent pouvoir continuer à pêcher et à travailler dans les eaux britanniques. Marc Pope.
C'est une action coup de poing, un coup de pression des pêcheurs sur les autorités britanniques. Toute la journée, des mobilisations sont prévues dans plusieurs ports français. Depuis 8 heures ce matin, les pêcheurs bloquent le port de Saint-Malo. Puis ce sera le tour de Ouistreham en Normandie et enfin de Calais dans le nord. Les pêcheurs prendront ensuite leurs camionnettes pour bloquer l'accès de camions de marchandises au terminal de fret du tunnel sous la Manche. Avec ces blocages d'envergure, les pêcheurs veulent faire céder Londres pour obtenir les licences de pêche nécessaires pour travailler dans les eaux britanniques. L'accord du Brexit signé en 2020 permet aux pêcheurs européens de continuer à travailler dans les eaux anglaises à condition de pouvoir prouver qu'ils y pêchaient auparavant. Une preuve difficile à apporter pour les bateaux neufs ou les petits navires. Nous on est sur un petit bateau de pêche artisanal, donc on est vraiment, c'est une petite timonerie, c'est un tout petit bateau. Je vais pas dire que c'est archaïque, mais tout est très simplifié, quoi. Pour Paris, le compte n'y est pas. Depuis le 1er janvier 2021, la France a obtenu 960 licences de pêche. Elle réclame plus de 150 autorisations supplémentaires. À plusieurs reprises, le ton est monté ces derniers mois entre les deux voisins. Paris a ainsi menacé à différentes reprises de prendre des mesures de rétorsion contre Londres avant d'y renoncer provisoirement. La France a finalement saisi la Commission européenne qui a posé un ultimatum au Royaume-Uni afin de régler le litige d'ici le 10 décembre prochain. La crise a des conséquences dramatiques pour de nombreux pêcheurs, entraînant des pertes allant de 20 à 50% de leur chiffre d'affaires. Autre bras de fer après le décès de 27 personnes, dont des enfants, lors d'un naufrage dans la Manche. Mercredi, la tension monte là aussi entre Paris et Londres. Le président français Emmanuel Macron s'est exprimé ce matin, on l'écoute. J'ai discuté il y a 2 jours avec le Premier ministre Johnson, de manière sérieuse. Pour ma part, j'entends continuer à appliquer ce que je fais avec tous les pays et tous les dirigeants. Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant à l'autre sur ces questions-là par tweet et par lettres qu'on rend publiques. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons. Donc les ministres vont travailler sérieusement pour régler une question sérieuse avec des gens sérieux. C'est pour cela que dès dimanche, le ministre Darmanin réunira ses homologues de l'Union européenne et la Commission pour travailler sur ce sujet. Et ensuite, nous verrons avec les Britanniques comment agir efficacement s'ils décident d'être sérieux. Et à cette réunion prévue ce dimanche à Calais avec les 5 ministres européens concernés, le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin a annulé la venue de son homologue britannique à ce rendez-vous après les propos de Boris Johnson. Le Premier ministre britannique demande à la France de reprendre tous les migrants qui seraient arrivés légalement sur le territoire britannique. Bilal Tarabey. Devant le ministère de l'Intérieur britannique, la colère de ces Anglais après le naufrage d'une embarcation de migrants mercredi dans la Manche. Sur leur message, les manifestants dénoncent un environnement hostile et meurtrier, ainsi que la responsabilité du gouvernement britannique dans le drame et réclament l'ouverture des frontières. Mais Boris Johnson, lui, souhaite faire l'inverse. Dans un tweet posté ce jeudi soir, le Premier ministre britannique présente une lettre adressée à Emmanuel Macron et envoyée en copie au président du Conseil européen. Dans ce courrier, il propose 5 mesures, dont des patrouilles conjointes destinées à empêcher les navires de migrants de quitter les côtes françaises, l'utilisation de détecteurs et de radars, et enfin de renvoyer systématiquement les migrants arrivés au Royaume-Uni en France. Une manière, selon lui, de décourager les passeurs. La question du contrôle de la frontière entre le Royaume-Uni et la France se pose une nouvelle fois, tandis que les relations entre les deux pays sont au plus bas à cause de crises multiples liées au Brexit et celle de la vente avortée de sous-marins à l'Australie. Plusieurs policiers et gendarmes blessés en Guadeloupe et en Martinique. Au moins 10 personnes ont été interpellées à Fort-de-France. Des coups de feu ont visé les forces de l'ordre. Des journalistes français ont également essuyé des tirs alors qu'un couvre-feu nocturne a été instauré dès jeudi soir par le préfet. À l'origine de ces tensions, les restrictions sanitaires comme l'obligation vaccinale des soignants liée au Covid. La crise sanitaire amplifie la crise sociale déjà latente. Le taux de pauvreté de près de 30% est 2 fois supérieur à celui du niveau national. La découverte d'un nouveau variant en Afrique du Sud, il inquiète pour ses nombreuses mutations. Une réunion en urgence de l'OMS doit avoir lieu à la mi-journée. Les chercheurs ignorent pour l'instant si ce nouveau variant est plus contagieux et peut provoquer des formes plus graves de la maladie. Les autorités sanitaires appellent les Sud-Africains à se vacciner en urgence. La Commission européenne va suspendre les vols depuis l'Afrique australe. Bilal Tarabey.
Avec seulement 35% d'adultes totalement vaccinés, l'Afrique du Sud redoute aujourd'hui une nouvelle vague de pandémie. Au cœur de ces inquiétudes, le B11529, un nouveau variant du Covid-19 détecté dans le pays. Sa caractéristique principale, un nombre extrêmement élevé de mutations, ce qui pourrait entraîner une plus grande transmissibilité et une résistance accrue aux vaccins. Nous connaissons déjà certaines de ces mutations, mais d'autres nous sont inconnues. Nous commençons tout juste à lister les mutations que nous avons repérées et leurs effets potentiels sur la manière dont le virus va se comporter. À titre d'exemple, ce nouveau variant présente au moins 10 mutations, contre seulement 2 pour le variant Delta. Une vingtaine de cas du B11529 ont été recensés en Afrique du Sud, principalement sur des personnes jeunes, mais aussi au Botswana voisin et à Hong Kong, sur une personne de retour d'un voyage en Afrique du Sud. En réaction, le Royaume-Uni a dès jeudi soir interdit les voyageurs en provenance de 6 pays africains. Nous ajouterons ces pays à la liste rouge. Ces pays sont l'Afrique du Sud, la Namibie, le Lesotho, l'Eswatini, le Zimbabwe et le Botswana. Des restrictions rapidement imitées par d'autres pays européens, comme l'Allemagne et l'Italie. Une décision jugée hâtive par Pretoria, alors que l'OMS ne s'est pas encore prononcée sur les mesures à prendre. L'Organisation mondiale de la santé se réunit ce vendredi. Et un premier cas de ce nouveau variant a été détecté en Israël. Il s'agit d'une personne revenue du Malawi. En Irak, après la guerre, on plante des acacias et des cyprès, symbole du retour à la vie. Quelques 300 arbres ont été plantés sur le campus d'une université de Mossoul. Coup d'envoi d'une campagne pour lutter contre la désertification dans cette métropole du nord du pays. L'Irak est le 5e pays au monde le plus touché par le changement climatique. Atelier plantation sur le campus d'une université. C'était ce jeudi à Mossoul, métropole du nord de l'Irak. Coup d'envoi d'une campagne pour lutter contre la désertification. Des cyprès, acacias ou encore citronniers font désormais partie du paysage. L'initiative écologique de Mossoul est une initiative pilote qui vise à planter 5000 arbres dans la ville de Mossoul et ses banlieues. Elle est financée par le Centre de crise et de soutien du ministère français des Affaires étrangères et mise en œuvre par le collectif Mossoul High. Mossoul, ancien bastion djihadiste, a été ravagé par la guerre. Alors ici, tous veulent croire à une renaissance de leur ville. Ce qui s'est passé à Mossoul est grave et a affecté les espaces verts ici. La ville était connue pour être une zone verte car elle abritait des forêts. Les initiatives qui prennent vie maintenant sont superbes et c'est un premier pas, mais nous avons besoin d'initiatives plus importantes et plus efficaces. L'Irak est le 5e pays au monde le plus affecté par le changement climatique. Le pays vit des sécheresses de plus en plus sévères et une baisse des précipitations. C'est l'heure du rappel des titres. Le président français Emmanuel Macron a signé à Rome avec le président du Conseil italien Mario Draghi un traité destiné à renforcer les relations franco-italiennes, un traité inédit. Depuis la crise sanitaire, les convergences entre Paris et Rome sont très fortes. Les pêcheurs français bloquent le port de Saint-Malo, opération de blocage pour résoudre les litiges post-Brexit. 2 autres blocages sont prévus dans la journée. Les pêcheurs se mobilisent pour réclamer au Royaume-Uni des licences de pêche. Ils prévoient aussi de bloquer les marchandises qui passent dans le tunnel sous la Manche. Les tensions entre Paris et Londres au sujet des migrants après le naufrage de 27 personnes dans la Manche, parmi eux des femmes et des enfants. Le Premier ministre britannique Boris Johnson demande à la France de reprendre tous les migrants qui arrivent en Angleterre depuis la France. En réponse, le gouvernement français annule la venue du Royaume-Uni à la réunion stratégique prévue ce dimanche à Calais.